Eh ben, si vous... C'est parti. Eh ben, bonjour à tous. Merci d'être venus m'écouter parler de Keycloak pour digérer votre aligot. Je me présente, je m'appelle Constance, je suis architecte technique à CGI à Limoges, qui est une vraie ville. Et aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on a fait avec Keycloak pour mon client. Pour des questions d'anonymisation, je ne vais pas vous donner le nom de mon client, pour des sortes de confidentialité. C'est pour ça que je vais vous parler de licorne pendant 45 minutes. C'est aussi pour ça que toutes mes démos, elles sont enregistrées sous forme de vidéo, déjà pour éviter l'effet démo, et aussi pour éviter de dévoiler des informations que je ne devrais pas. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler déjà quel était le besoin du client et pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de recoder pas mal de choses dans Keycloak. Ensuite, on va regarder du code parce que je pense que vous êtes tous venus pour ça. Et puis, une partie Rex, avec une super blague sur les chiens, avec des avis très objectifs de ce que j'ai pensé moi, en tant que développeur, du développement de modules dans Keycloak et ce qui était sympa et ce qui l'était moins. Alors, on va commencer par le besoin du client. Donc, imaginez un monde parfait où l'État français distribuerait des licornes. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez mon client? On est la French Unicorn Agency et on élève et on distribue des licornes pour tous les citoyens en France. Donc c'est un métier qui est assez complexe, ça nécessite beaucoup d'applications, beaucoup de ce qu'on appelle des produits maintenant. Il faut créer et configurer des licornes, il faut que les bénéficiaires ils puissent faire des demandes de licornes, il faut qu'on puisse identifier les futurs propriétaires, envoyer nos licornes, il faut qu'on puisse contrôler qu'elles sont bien là où elles sont, et tout un tas d'autres choses, avec beaucoup d'intervenants dans cette chaîne. On a les éleveurs de licornes, on va avoir les gestionnaires qui suivent les envois des licornes, les demandes, etc. On a les contrôleurs qui vérifient que les licornes sont bien, on a les bénéficiaires des licornes, et d'autres gens. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'acteurs. On va avoir 12 produits internes qui sont constitués tous à peu près de la même architecture, donc on a des frontaux Angular et tout un tas de services derrière qui sont en Java. Donc on a des API, on a des listeners, on a des batchs, on a tout ce qu'il faut pour faire notre métier. Mais ça nous fait à peu près 70 services, briques techniques, qu'on a développés nous-mêmes. On a 18 consommateurs qui sont externes, donc ça veut dire toutes les régions de France, les dom-tom et certains autres organismes d'État qui ont aussi besoin de se brancher sur notre système. Pour ça, on a deux solutions éditeurs, donc deux portails développés par des gens, d'autres éditeurs, qui sont des groupements de régions, et une région en France qui a décidé qu'elle allait développer son propre truc. Donc en fait, on a trois versions de code différentes qui vont vouloir appeler nos services à nous. Et on a des utilisateurs qui vont venir sur nos écrans, qui viennent de 21 sources différentes. Donc on a les utilisateurs internes à notre boîte. On a deux autres organismes d'État qui ont des utilisateurs qui vont vouloir venir chez nous, et les 18 régions. Alors il n'y a pas 18 régions en France, mais les dom-tom, certaines sont comptées comme des directions régionales. Je ne vais pas rentrer dans toute la politique de séparation des régions de l'État français. Mais en gros, c'est beaucoup de monde, et évidemment, ils veulent tous faire du SSO. Sinon, c'est pas drôle. Donc, on avait un gros problème. Le premier, c'était comment est-ce qu'on fait pour authentifier tout ça? Donc, nos 70 services, nos fronts, nos API, le code des autres partenaires dans quelque chose qui était assez standard pour que tout le monde n'ait pas besoin de réécrire son code. Et surtout, le point le plus important, on ne voulait pas avoir à gérer en interne tous les gens qui venaient des 21 endroits différents, parce que sinon ça voulait dire que quand Jean-Claude de la région Nouvelle-Aquitaine avait perdu son mot de passe, il allait nous appeler pour qu'on le reset, etc. Ça allait être extrêmement compliqué, tout le monde allait avoir plein de mots de passe différents, donc on voulait à chaque fois que chaque utilisateur de chaque région utilise sa solution d'authentification de la région. Donc il fallait pouvoir fédérer tout ça ensemble. Donc on s'est basé sur vraiment le plus gros standard, vous reconnaîtrez sûrement les logos, donc OpenID Connect, le protocole OAuth2, et puis Spring Security et les SDK Angular qui font ça. Comme ça, côté code, on n'avait pas grand-chose à faire. Du coup, si on reprend un peu un exemple, on a nos applications,
on a nos 3 solutions partenaires. On a nos 18 régions françaises avec des gens dedans, et on a notre référentiel des utilisateurs et des habilitations qui est interne à la société. Comment est-ce qu'on branche tout ça? Il nous fallait quelque chose au milieu. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Keycloak? Donc là, je vous ai récupéré la page d'accueil du site Keycloak, parce que je suis flemmarde. Qu'est-ce que ça fait Keycloak? Ça fait tout ça. Qu'est-ce qui nous intéressait? La première chose, ça faisait du SSO, c'était la première demande. C'est des protocoles standards, qui était notre deuxième demande. C'est basé sur OpenID Connect et OAuth 2, donc ça va. Ça permet de faire un broker d'identité et de l'IDP. Donc ça, c'est super intéressant aussi parce que ça va nous permettre de nous connecter aux autres régions. C'est extensible, et ça, vous allez voir que c'est très important. Et puis, on peut customiser ce à quoi ça ressemble. Et moi, j'ai un côté UX, UI qui fait que j'aime bien, il faut faire en sorte que ce soit joli et mettre des licornes partout. C'était codé en Java. Et nous, toute notre base de code, elle est en Java. Donc ça a pas mal rassuré les gens de l'Infra chez le client parce qu'ils disaient, je vais pouvoir le maintenir, ce sera plus simple, on n'a pas besoin de nouvelles compétences. Et c'est porté par des gens qui savent un peu ce qu'ils font. Parce que quand on leur sort des solutions open source, des fois ils ont un peu peur. C'est qui? Est-ce que ça va être maintenu? Est-ce que les gens qui ont codé ça, ils savent de quoi ils parlent? Quand tu sors le logo Red Hat, souvent ça rassure les gens. Donc, on avait notre Keycloak. On arrive sur la console, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait notre realm, donc notre domaine pour notre application, et j'ai commencé à lister tous les gens qui allaient l'appeler. Donc j'ai un front, je vais avoir tout un tas de services qui vont pouvoir l'appeler. Donc on a notre application, on a les clients qui vont pouvoir l'appeler. Ensuite, dans ma configuration, je vais avoir besoin de rôles, parce que mes utilisateurs, ils peuvent faire des choses différentes. Donc là, je vais avoir un rôle admin, consommateur, gestionnaire, partenaire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez définir vos rôles. Et une autre chose qui était importante pour nous, c'était de pouvoir faire de la ségrégation de données. Donc on avait aussi besoin, les utilisateurs, de les ranger dans des groupes en fonction de la région dans laquelle ils venaient pour que ensuite on puisse filtrer dans nos applications. Il nous manquait des utilisateurs. On a notre application, on a des clients, on a des rôles, on a des groupes. Maintenant, il faut mettre des gens là-dedans. C'est là que tout commence. Du coup, on a Keycloak. On l'a branché à toutes nos solutions partenaires, puisque tout ça maintenant c'est du standard, avec Spring Security, avec les SDK qui vont bien Keycloak pour Angular, tout ça, ça peut se parler. C'est génial, tout le monde peut s'authentifier, sauf qu'on n'a pas d'utilisateur. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour authentifier nos utilisateurs internes, ceux qui viennent de notre base de données. On est allé sur Keycloak et on a vu qu'on pouvait faire de la fédération d'identité, mais on pouvait aussi ajouter des providers pour lui dire tes utilisateurs, ils ne sont pas internes à la base Keycloak, tu peux aller les chercher quelque part. Par défaut, on avait ces deux providers, donc Kerberos, quelqu'un dans une config a dit que ça n'existait plus, il fallait oublier, c'était une mauvaise idée, et tu pouvais te brancher sur un LDAP. Jusque là, on se dit ça peut être sympa. Le problème, c'est que nous, on a ça chez mon client. On a un LDAP à un endroit, dans lequel il y a les informations des utilisateurs, leur adresse mail, leur nom, leurs choses comme ça. On a un annuaire, qui a un nom qui commence par un G, qui est une espèce de base de données, je crois que c'est une vieille base Oracle avec tout un tas de trucs. On a une première couche de services qui sont faits en Java vieux, avec des servlettes, en Java vieux, ouais, qui tapent là-dessus. Et devant, ils ont mis une API plus ou moins REST, en Java un peu moins vieux, qui permet du coup d'appeler les services, qui appellent le LDAP, qui appellent la base, qui renvoie les choses. Le problème de ces API REST, elles nous permettent de valider un couple login mot de passe, de récupérer les infos des utilisateurs, on récupère son nom, toutes ces infos, on récupère ses habilitations aussi, mais il faut faire 5 appels pour avoir, à partir d'un login et d'un mot de passe, pour avoir le gars, ses infos utilisateurs, ses habilitations, ses rôles. Et évidemment, ça ne respecte pas le protocole OAuth 2, et d'ailleurs, ça ne respecte pas grand-chose. C'est très custom. Donc évidemment, on demande à Keycloak de se brancher là-dessus, il ne sait pas faire. Donc la première question qu'on s'est dit, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que Keycloak puisse faire ça. Donc moi, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut étendre les fonctionnalités de Keycloak. Je suis allée sur la doc de Keycloak, et j'ai vu qu'il nous proposait des service provider interface, en disant c'est hyper simple, vous avez des classes, vous les implémentez, vous allez voir, c'est magique. Après, vous avez un dossier dans votre serveur Keycloak qui s'appelle provider, vous l'ouvrez,
Dedans, il y a un readme, et dans le readme, il y a 3 lignes qui dit « pose ton jar ici ». Hyper simple. J'ai dit « allez, go, on y va, on fait ça ». Du coup, la première chose qu'on a fait, c'est un user storage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté un projet Java. Je suis allée chercher la classe qui va bien. Donc ici, c'est le user storage provider. Donc je lui ai fait implémenter user storage provider, user lookup provider et toutes les choses dont vous avez besoin de faire. J'ai fait ma classe. J'ai regardé un peu les méthodes qu'il y avait dedans. Effectivement, on peut overrider une méthode getUserById, get les groupes, on peut tout récupérer. On peut récupérer un utilisateur en fonction de son nom, on peut faire recherche, tout ce qui va bien. Donc ensuite, j'avais juste à coder mon petit client pour mes API un peu spéciales derrière. Toutes ces méthodes, allez les brancher sur mes API. Vous avez vu tout au bout, il y avait la méthode isValid qui permet de dire j'ai un utilisateur, un login, un mot de passe, est-ce que tout ça, ça passe? On a à côté une petite factory qui va nous permettre de configurer pour Keycloak tout un tas d'informations, parce qu'en vrai, quand je vais vouloir mettre ce module dans mon serveur Keycloak, je vais avoir besoin de lui donner l'URL de mon API, je vais avoir sûrement besoin de lui donner une clé d'API, un login, un mot de passe pour aller taper les services, tout un tas de configurations qui sont quelles sont les applications que je veux faire, et tout en français. On est dans le service public, il est hors de question de mettre un mot d'anglais quelque part. Donc évidemment, on a dû remettre aussi tout un tas de choses. Donc là, vous voyez que dans mon provider, je lui dis tout simplement, bah, mon module, il va avoir besoin d'une URL, d'une clé d'API, d'un petit booléen pour dire est-ce que je récupère ou pas les habilitations, je récupère les ACL, etc. Et tout un tas de choses que je lui définis là dans ma classe, et qu'ensuite, on retrouvera dans mon serveur Keycloak. Ce que je vous montre là rapidement, c'est quelques exemples de méthodes que j'ai surchargées. On ne râlez pas pour les messages en français, les commentaires en français. Voilà, on n'a pas le choix. À la fin, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un module Maven très classique, et tout en bas, sur le build, quelque chose qui va dire, au moins en local, qu'est-ce que tu fais? Tu builds un jar et tu vas le déposer dans le module déploiement de Keycloak qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, c'est bon, on a notre jar, qu'est-ce qu'on en fait? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va build notre code avec Maven. Je sais que les gens, ils aiment bien voir des consoles qui écrivent des choses, donc ça build success. Et ça nous a déposé notre jar dans notre fameux dossier où il nous avait dit déposez votre jar ici. C'est parfait. En lisant le readme, il nous dit quand même de redémarrer le serveur, ce qui paraît logique. Du coup, on a une petite command line. Je relance mon Keycloak. Le serveur va démarrer. Il va me dire qu'il a trouvé son jar, qu'il l'a loadé. Et puis, à partir de là, quand on va arriver dans la conf Keycloak, j'ai un nouveau bouton qui est arrivé. Et à partir de maintenant, je peux dire que mon domaine, Unicorn Realm, il est branché sur un user storage de type Unicorn User Storage. Je peux rentrer tous mes paramètres, c'est ceux que je vous avais montré dans le fichier de conf tout à l'heure pour dire mon API elle est là, je veux telle clé d'API, etc. Je rentre tout, et à partir de là, eh ben, je peux me connecter maintenant via Keycloak, et j'arrive sur mon application, c'est magnifique, j'ai pas d'habilitation, mais je suis connecté. C'est déjà bien. Du coup, ce qu'on voulait après, c'est on veut des habilitations. Donc là, je vais vous montrer que j'ai mon utilisateur. Je l'ai bien récupéré. Il a déjà tout un tas de choses que j'ai récupérées de mon LDAP. Il y a toutes mes infos. Mais je vais récupérer... Voilà. Ça, c'est mes habilitations. C'est un espèce de JSON un peu dégueu que, bah, évidemment, Keycloak, il ne sait pas lire. Ça, il ne sait pas en faire des groupes et des rôles comme on a vu tout à l'heure. Donc maintenant, la deuxième question, c'était comment est-ce que je transforme ces attributs en JSON tout dégueu qui me sortent de mon API en quelque chose que Keycloak peut utiliser. Si on en revient à mon schéma, on est branché avec un user storage. On ne peut pas vraiment encore être habilité sur nos applications, mais on peut se connecter. C'est déjà bien. Du coup, étape 2, comment est-ce qu'on standardise les infos utilisateurs? Parce que ça, c'est le modèle de ce qu'il y a dans notre appli des habilitations. Donc vous voyez qu'on a une identité, elles ont des ACL, mais ensuite dedans il y a des rôles qui ont aussi des portées qui peuvent être géographiques, métiers, par site, dans lequel il y a encore des ACL. C'est un arbre assez compliqué. Le problème qu'on a, nous, c'est qu'on a 18 régions, et on ne peut pas demander aux 18 régions d'aller mettre ça dans leur LDAP. Parce que là, ils vont nous tuer. Nous, ce qu'on leur a
pari logique, c'est de leur dire, on veut que vous nous filiez un utilisateur qui a un nom, un prénom, une adresse mail, un code partenaire pour dire de quelle région il vient, ça paraît logique, une portée géographique parce qu'on va en avoir besoin, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'envoyer leur licorne au niveau national, certaines juste au niveau régional, etc. Et puis une liste de rôles. Ça, c'est quelque chose qu'on peut demander à nos partenaires d'implémenter, c'est assez standard. Ça, à côté, c'est pas possible. Donc il fallait que nous, on soit capable de transformer ça en ça, pour que le modèle il soit pareil pour tout le monde. Donc, dans notre Identity Provider, qui nous permet de se brancher sur notre base, on peut faire des mappers qui nous permettent de récupérer des attributs d'utilisateurs et de les changer en autre chose. Sauf que dans la liste des mappers disponibles que je viens de vous montrer, il n'y a pas de mapper pour lire un JSON tout cracra écrit en texte dans un attribut. Donc la question c'était, comment on va faire ça? Eh bien on va faire un jar. On va faire un mapper. On retourne sur IntelliJ, on fait une nouvelle lib, donc du coup qui cette fois-ci étant les abstract claim mapper, donc qui va récupérer des mappers et qui en fait ce qu'on veut. On a, comme tout à l'heure, des configs qu'on peut mettre, donc pour lui dire comment est-ce qu'on veut configurer notre mapper, qu'est-ce qu'il doit aller chercher, où, à quel endroit, etc. Et ensuite, on a les méthodes à overrider. Donc là, on a qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on importe un nouvel utilisateur, qu'est-ce qu'on fait lorsque un utilisateur qui a déjà été importé une fois dans Keycloak se reconnecte, est-ce qu'on lui réécrase ses rôles, est-ce qu'on change ça. On le build de la même manière que l'autre via Maven. C'est pareil, très peu de code, hein. Le mapper c'est une ou deux classes, et on a un nouveau jar qui est arrivé. On va redémarrer notre serveur, et puis vous commencez à vous imaginer ce qui va se passer. Arrive dans la liste des mappers disponibles notre mapper qui s'appelle mapper d'attribut Unicorn Connect. Quand on le sélectionne, on peut lui dire exactement ce qu'on veut qu'on fasse. Donc là, nous, on a fait un mapper qui récupère dans notre chose assez compliquée, on allait récupérer un paramètre pour remplir ce fameux code partenaire qui permet de dire d'où je suis. Et maintenant, je me suis connecté à mon application. Maintenant, j'ai des droits. J'ai un rôle, j'ai des droits. Donc, on a des utilisateurs qui peuvent se connecter, qui ont des habilitations, et tout ça, ça marche. Ok, mais là, mon client, il m'a dit, ok, est-ce que c'est possible que ce soit moins laid? Parce qu'il faut avouer que la page de Keycloak, c'est pas très joli. Et en français. Évidemment, parce que là il y a écrit username et password et ça les dérangeait beaucoup. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un thème en plus. Donc quand on va dans notre realm, on va voir côté thème, on voit qu'on en a deux, celui qui s'appelle base et celui qui s'appelle Keycloak. Par défaut c'est celui qui s'appelle Keycloak. Il était considéré comme moche. Et ben c'est pas grave, on va faire un jar. Du coup, je refais un nouveau module. Il y a un module de thème pour Keycloak qui est basé sur un fichier qui s'appelle theme properties et puis des templates qui ressemblent vaguement à du HTML, mais il n'y a pas que ça dedans. Et en fait, ça, c'est totalement overridable. On en fait vraiment ce qu'on veut. Donc, j'ai rempli mon petit template HTML. Il faut que je remplisse ce petit fichier JSON Keycloak theme pour lui dire que j'ai un nouveau thème qui s'appelle Unicorn Connect et qui va gérer surtout la page de login. J'ai rempli mon petit fichier, alors je peux mettre ce que je veux dans mes assets, hein. J'ai du CSS, je peux mettre des images, je peux faire ce que je veux. J'ai rempli mon fichier de messages en français pour faire plaisir à mon client. Je le build via Maven comme d'habitude. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un jar déployé dans le dossier déploiement de Keycloak, un jar de plus. Et à partir de maintenant, je crois que je suis allée un peu trop vite, vous n'avez pas vu la fin. Je vais pouvoir dire à mon Keycloak d'utiliser mon thème à moi. J'avais oublié de redémarrer mon serveur. Ça vaut le coup de faire des démos et puis d'oublier ce qu'on a mis dans ces vidéos. Donc je redémarre mon serveur. Il va me recharger toutes mes libs, dont celle avec le thème. À partir de là, du coup, je peux lui redire que le thème que je veux utiliser, c'est mon terme Unicorn Connect. Et aussi, quelque chose qui est important, c'est que je peux lui dire à Keycloak que je veux du coup que ce soit uniquement en français et que ma locale par défaut, c'est le français. Comme ça, les messages d'erreur que lui, il fait de côté générique, il va aussi les écrire en français. C'est assez utile. Et puis, du coup, c'est quand même beaucoup plus joli.
j'ai mon thème à moi, je peux me connecter, mes messages d'erreur, voilà, le temps imparti pour la connexion écoulée, ils sont bien en français, tout est en français, les boutons sont en français. Ils étaient contents. Donc on en revient ici, on a notre référentiel, on a notre user storage, nos mappeurs, on a nos thèmes qui nous permettent d'avoir quelque chose de joli pour nos fronts. Il nous reste encore à faire quelque chose pour l'interne, c'est comment est-ce qu'on gère les erreurs maison. Il y a des choses qui s'appellent des flows d'identification dans Keycloak, et par défaut, les flows d'identification, il va gérer certaines erreurs. Si mon mot de passe il est incorrect, s'il est périmé, le problème c'est que nous, notre lib, elle était un peu plus complexe. Il y a le cas de la première connexion, un flow un peu bizarre, où ils vont recevoir un mot de passe temporaire et ensuite ils vont pouvoir aller le changer dans une autre application et ensuite le mot de passe il sera plus temporaire. Et ils pourront se connecter à d'autres applications que celles qui permettaient de changer le mot de passe la première fois. Donc ça c'est quelque chose qui ne gère pas. Le mot de passe incorrect, ça on l'a. Le mot de passe périmé aussi. On a aussi le mot de passe verrouillé. Si on se connecte trop souvent avec un mot de passe mauvais, on est verrouillé pendant 20 minutes et puis après c'est bon, c'est re-open bar. Jusqu'à qu'on se retrompe, je crois que c'est 3 fois. J'ai des collègues ici qui verrouillent toujours leur compte, ils pourront me dire. Et il y a aussi un cas quand on a des habilitations qui sont manquantes. Parce que par exemple, on peut très bien pouvoir passer la partie LDAP, votre compte il existe dans le LDAP, mais vous n'avez rien dans la super base des habilitations. Et ça, c'est un cas qu'il faut gérer parce qu'en fait, tu peux te loguer, mais t'es personne, donc tu ne dois pas pouvoir rentrer dans les applications. Donc dans ce cas-là, on voulait aussi pouvoir rajouter ces petits boutons redirigés vers la page de mon compte, là où on va changer ce fameux mot de passe temporaire, et ben on va faire un nouveau jar. On va faire un nouveau jar qui va maintenant être de type username password form. Donc ça, c'est pour surcharger le flow d'authentification. Qu'est-ce que je fais ici? Surtout, je vais aller catch tout un tas d'exceptions qui peuvent être remontées par mon API. Donc je vais pouvoir vérifier, parce que aussi on a une API, par exemple, si votre mot de passe il est verrouillé, la requête d'authentification, elle va vous répondre 200 OK, et dans la réponse 200, tu as un message d'erreur qui te dit que ton mot de passe il est verrouillé et qu'en fait t'es pas logué. Donc c'est pour ça qu'il a fallu un peu écrire du code pour réussir à parser ça et nous lancer une exception et faire quelque chose avec. Donc le build comme les autres, il est arrivé avec ses copains dans le dossier avec tous les jars, et à partir de là, notre flow, on pourrait appuyer sur les boutons, j'ai oublié mon identifiant, etc. Ça ira sur les bonnes choses. Ce que je ne vais pas vous montrer parce que ça vous emmènera sur la page du site de mon client que j'ai pas le droit de citer. Donc on est là, on a notre user storage, notre mapper, le flow d'authentification, le thème. Normalement, en interne, on est bon. On a tout ce qu'il nous faut. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tous les utilisateurs qui viennent pas de chez nous et qui viennent des régions? Déjà, on a recensé toutes les régions françaises, qu'est-ce qu'ils ont comme solution partenaire pour faire de la fédération d'entités. Donc, il y a des gens qui nous ont dit on est sous Azure, on est sous Cibolette, les monnaies LDAP, il y a du Keycloak et il y a du F5. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que F5 ça sait pas faire ça. Il semblerait qu'F5 ça sait aussi faire ça. Mais c'est pas encore monté la fédération avec eux, donc j'ai pas de preuves. Qu'est-ce qu'on a fait? On peut monter dans Keycloak des fédérations d'entités. Moi, pour ma démo, j'ai fait des fausses régions. Donc j'ai fait en fait des domaines Keycloak sur la même instance de Keycloak pour chacune de mes régions, pour pouvoir vous montrer ce que ça fait quand on est fédéré avec plein de gens. Parce que ça, c'est de l'OpenID Connect de base. Là, je suis juste allé récupérer la conf OIDC de mon autre domaine et je fédère mes domaines entre eux. Donc là, je vous rajoute la région Corse. Avec ma fausse région, j'ai juste rajouté l'endpoint OIDC qui va bien. Keycloak, il trouve ça tout seul. Dans la liste de ces régions, il y a la région Corse. Et maintenant, quand je lui demande à me connecter, j'ai tous ces magnifiques boutons en plus. Donc je peux me connecter en local ou je peux me connecter avec chacune des régions que j'ai fédérées. Et quand je dis je veux me connecter avec quelque chose à moi, ça me ramenait sur mon compte interne, ça ramenait sur la page qu'on a fait tout à l'heure, que vous avez vu en rose. Donc là, on a toutes nos régions qui sont fédérées. Pour le coup, on n'a rien à surcharger dans Keycloak, c'est le protocole OIDC, c'est basique. Par contre, vous vous doutez, la question suivante était est-ce que c'est possible que ce soit moins moche? Parce qu'il faut avouer que ça, c'est quand même très très moche. Et là encore, j'en ai fait que 7. Imaginez quand vous en avez 18, plus nos 2 partenaires externes. Et en plus, les 2 champs qu'on veut en haut, c'est pour se connecter avec un compte local à Keycloak, on ne veut pas ça. On n'a personne en local à Keycloak, absolument l'intégralité de nos utilisateurs sont fédérés, soit fédérés avec notre système à nous, soit fédérés avec nos régions.
Donc, il fallait faire quelque chose pour que ça marche en moins moche. Je ne vais pas vous remontrer tout le système de jar, vous avez vu assez de jar et de déploiement Maven. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut vraiment surcharger pour faire des trucs assez fous. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis une carte de France sous forme d'un SVG. Quand on passe la souris dessus, il est capable de nous dire, celles qui sont grisées, c'est que la fédération d'identité n'est pas encore montée. Je vais passer ma souris dessus, ça va me dire, vous n'avez pas encore monté la fédération d'identité, essayez de vous connecter avec un compte du client, Unicorn, parce qu'on était sympa. Le temps qu'on monte les fédérations d'identité, on les a laissés se connecter avec des comptes locaux pour qu'ils puissent travailler quand même. Ou alors, vous cliquez sur la région Grand Est, ça vous ramène sur la page d'authentification de la région Grand Est. Et puis là, on a nos autres organismes d'État avec lesquels on peut se connecter aussi. L'idée vraiment ici, c'était de vous montrer que niveau thème, on peut vraiment faire n'importe quoi. On a notre template, on n'est pas obligé de rester dans quelque chose qui ressemble plus ou moins au thème Keycloak. Et donc, si on en revient ici, ça c'est vraiment tout ce que j'ai réussi à surcharger. Et on voit qu'au final, avec assez peu de choses, parce qu'on n'a pas vu des millions de lignes de code, on a 4 modules un peu compliqués. On va dire celui-ci, le user storage, il peut être quand même assez gros, surtout si vous essayez de taper des API bizarres. Mais le flow d'authentification, on a vu, c'est une classe. Le mapper, ça va être deux classes si vous codez un peu proprement. Et les thèmes, c'est vraiment du templating, un peu d'assets. Vous pouvez en faire pour chacune de vos applications. Ici, je vous en ai mis 4 exemples. C'était, vous avez vu la petite page rose. Nous, chez notre client, nos 13 applications métiers, elles ont chacun une couleur. Et donc en fait, c'est rose quand on va sur l'application rose, c'est bleu quand on va sur l'application bleu, vert, etc. Ça permet à nos utilisateurs, comme on a un peu utilisé le même design system pour tout le monde, et que tout est en SSO, de savoir un peu où ils sont. Est-ce que je suis côté paiement, est-ce que je suis côté contrôle, est-ce que je suis côté individu, etc. Et donc du coup, on a fait des thèmes pour tout le monde, sachant qu'en plus, toutes les régions de France n'ont pas accès forcément à toutes les applications. Donc il y en a dans lesquelles il y avait la carte de France, desquelles il n'y avait que 2 ou 3 boutons. Il y en a qui sont que en interne, donc on zappe la carte de France et on va directement sur la petite page rose. Donc voilà, c'est aussi important de savoir ça, c'est que vous pouvez faire tout plein de thèmes dans la même instance de Keycloak, et des jars comme ça, vous pouvez en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup si vous voulez. Après, ça met un peu de temps à démarrer et ça fait un truc un peu lourd. Mais c'est possible, si vous avez plein de cas d'usage, de rajouter plein de mappeurs différents, plein de user storage différents, etc. Donc, ce que j'ai trouvé, moi, le mieux avec ça, c'est que c'était vraiment surchargeable. C'est qu'il n'y a aucun moment, je me suis dit, ah non, ça, je vais pas pouvoir le faire. Je vais devoir dire à mon client, finalement, ce sera pas ouf, mais on est bloqué par la technologie. C'est du code Java standard, donc moi, ça me plaisait bien. C'est du coup constructible via Maven. Ça se déploie par une CI/CD hyper classique. Il s'agit quand même de déplacer un jar et de le poser dans un répertoire. Donc votre jar, vous pouvez le mettre dans votre Artifactory normal, vous mettez ça comme vos services. Niveau EHM, vous avez vu, c'est possible de faire n'importe quoi. Donc je mets assez facilement pour les gens qui aiment le front, et souvent les gens ils aiment pas le front, donc ils vont me dire que c'est pas facile. Mais en vrai, c'est pas si compliqué, vous avez quand même un fichier CSS et un fichier de templating. Et j'ai trouvé la doc de Keycloak assez complexe, il y a plein de choses dedans, c'est assez agréable à lire. On y accède facilement, c'est bien hiérarchisé. Moi j'ai bien aimé. Mais, ce qu'il y a d'aimer, il y a des choses que j'ai vachement moins aimées en développant. Déjà, c'est horrible à débugger. Parce que vous chargez vos jars dans le serveur, mais sauf que quand ça plante, vous avez des logs serveurs. Les logs serveurs, c'est pas très facile à récupérer. Ils sont pas hyper explicites. Je pense que je suis en train de spoiler mon point d'après, mais voilà, les logs sont pas pratiques. Et puis, c'est des cas assez difficiles à tester en cas réel, parce qu'il faut que vous vous branchiez vraiment en cas réel chez vos régions, les choses comme ça, avec un vrai serveur. Donc en local, c'est pas facile à tester. Quand ça plante, franchement, il y a des fois où quand ça va planter dans une classe de Keycloak qui appelle ton code, mais t'as une stack trace qui remonte dans une 4e classe qui n'est pas à toi, tu fais des console logs un peu partout, essayer de comprendre. Les logs de Keycloak, ils sont pas très verbeux et des fois ils sont pas très explicites. Il aime bien, comme Kafka, dire nul. Je fais partie de ces gens qui aiment bien planter et ils disent nul, débrouille-toi. Et il y a des subtilités que tu trouves nulle part dans la doc et qui t'embêtent pas mal.
des règles d'encodage, par exemple, sur les caractères spéciaux des mots de passe. Et nous, on est l'État français, donc les gens, ils mettent des accents dans leurs mots de passe et tout un tas de caractères spéciaux bien franchouillards, qui fait que moi, j'ai eu des problèmes d'encodage des mots de passe passés à mon module custom, qu'ensuite, quand j'envoyais à mon API, ça a explosé, parce qu'il y avait certains caractères spéciaux qu'ils ne voulaient pas. Il y a aussi un problème, c'est que chez mon client, tu peux changer ton mot de passe soit en faisant CTRL-ALT-SUB sur ton PC, soit via une appli qui sert à changer son mot de passe, et les deux n'ont pas les mêmes règles de mot de passe. Donc des fois, tu set ton mot de passe via CTRL-ALT-SUB, mais en fait, tu as mis des caractères qui sont interdits de l'autre côté, du coup, après, ça va exploser. Voilà. Et puis tous les formatages et tout, du fait qu'on veut tout avoir en français, ça m'a posé aussi pas mal de problèmes. Et on sait que les histoires de formatage de code et de time zone, c'est nos sujets préférés. Et c'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Des questions? Des questions gentilles. Hein. J'ai mis une petite licorne chat pour vous amadouer. Bon, merci pour la compte déjà. Donc j'ai utilisé Keycloak chez une autre licorne que je ne vais pas citer, en faisant quasiment tout ce que tu as dit aussi. Et justement là, c'est juste une question pratico-pratique de production. Est-ce que vous avez une vraie politique de maintien de tous vos trucs custom par rapport à deux choses, l'API REST que tu vas appeler qui peut changer, et également Keycloak qui maintenant part sur une version tous les 3 mois? Oui, alors on essaye de suivre les versions de Keycloak. Donc nous, c'est pas nous qui choisissons. Côté produit, on va dire, un jour, les gars de l'infra, ils nous disent, je vous ai monté votre Keycloak en 22. Moi, j'avais codé mes modules en 16, donc là, tout a explosé. Et oui. On les redéveloppe et on les monte. Mais oui, ils veulent vraiment essayer de suivre. Et il n'y a pas beaucoup de breaking change. Là, de passer de la 16 à la 22, on a le user storage, j'ai dû en réécrire une partie. Mais le reste, quand même, c'est assez bien migré. Mais je pense que dans ce genre de cas, il faut vraiment essayer de monter à chaque fois que ça monte de version et de monter assez vite. Ouais. Je confirme, j'ai fait de 8 à 19 et on a beaucoup pleuré. Oui, mais par exemple, nous, de 11 ou de 16 à 22, on a surtout changé de version de JDK de Java. Donc l'air de rien, ça Puis ils ont viré JDK 11 en plus, le support JDK 11. On est passé de la 11 à la 17 et rien que ça nous a fait des breaking change dans notre code qui n'avaient rien à voir avec les API qui claquent. Et quant à l'autre API, elle bougera, je pense, jamais. Croisons les doigts. Il y en a un qui rigole là-bas. Une petite chose de production, du coup, vous êtes passé en haute dispo aussi, avec plusieurs instances? Je ne répondrai pas à cette question. Moi, je développe les modules, je ne suis pas responsable de l'infra. Parce que c'est pas triste, enfin, pour l'avoir fait avec de l'infra as code, c'est pas triste non plus. Hein. Oui, je sais. Oui, j'ai un client, je sais qu'il a haute dispo, c'est encore un sujet où il ne voit pas trop l'intérêt. Ce sera coupé au montage. Vous avez d'autres questions qui ne parlent pas de dispo, pas d'ops et pas d'infra, s'il vous plaît? Merci. J'ai une question sur la facilité de mise en œuvre. C'est combien de temps à peu près? Est-ce que tu saurais nous donner une échelle de temps vis-à-vis de tout ce que tu nous as montré? Pour faire tout ça, alors je pense que tu vas voir une réponse en jours. Je pense que j'ai dû mettre une dizaine de jours pour faire le user storage parce que notre API a été un peu compliqué et le reste ça va hyper vite. Et à partir du moment où tu en as fait un, ça va super vite. Ok, merci. Autre question? Eh ben, merci pour la présentation. Merci.